Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver ce matin en direct sur la radio. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères. Vous vous en doutez, on reviendra naturellement sur la dernière augmentation des frais de l'électricité. Les Togolais sont en train de crier depuis quelques jours 12,5%. C'est énorme, dit donc les associations ou disent les associations de consommateurs. Quelle est la situation aujourd'hui? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les conséquences sociales d'une telle mesure sont graves sur la société. On va en parler avec les confrères en studio. On reviendra sur la dette, on a promis la dernière fois, on va en parler. Et puis le gouvernement de Faure Gnassingbé qui se fait désirer, ça fait aujourd'hui 17 jours qu'on n'a pas de gouvernement. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? On va en parler avec mes confrères. Jacques Diakouti, notre éditorialiste. Avec nous, Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement. On sera rejoint tout à l'heure par Ambroise Pondio, du journal des Guardians. Bienvenue à tous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé avec mes confrères qui sont là. On va quand même faire un petit peu de la civilité. Bonjour, Joseph Gada. Bonjour, Eric. Bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Bonjour également au confrère président. Président, bonjour. Bonjour. Il faut bien préciser de quel type de président il s'agit. Hein, regarde. On va faire attention désormais. Ok, le président du CONAF. Faut pas sommer du désordre dans la tête des gens, donc c'est... De la confusion. On va revenir sur... On est toujours président, mais quel qu'en soit ton mandat, si c'est passé ou pas, on est toujours président. Donc, on l'appelle exactement. Président. Oui, voilà. D'accord, très bien. Bon, voilà, parce que il y a beaucoup qui posent la question tout le temps, mais pourquoi est-ce que dans l'émission, vous appelez Jacques président? Oui, parce qu'il a été président de CONAP. Et du coup, il a tellement été un bon président que nous, on a gardé le titre pour lui. Hein, voilà. Bonjour, monsieur le président, Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour au confrère Joseph Gada. Bonjour également à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement. Et nous souhaitons prompt guérison, tous ceux qui sont malades et qui sont actuellement à l'écoute, ceux qui également traversent des situations un peu difficiles. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Il faut toujours garder espoir par rapport aux situations que nous traversons. Il faut savoir que, parce que ce qui est sûr, Eric, devant chaque mur, Dieu nous place toujours une porte. Donc, il faudrait que les gens se disent que même s'il y a un mur,
Dieu fera toujours une porte pour nous et nous allons nous en sortir par rapport aux situations que nous traversons, que ce soit la situation économique, la situation au niveau de la santé qui ne va pas, les relations entre hommes et femmes, entre enfants, papa et maman. Gardons toujours espoir, le cap que tout ira bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on va à l'entame donc cette émission que nous allons dédier à la mémoire, n'est-ce pas, de la femme de notre confrère Yves Gallet. Yves Gallet qui a perdu sa femme dans la nuit de dimanche à lundi, donc musulmane. Elle a été donc inhumée hier aux alentours de 13h à la cimetière musulmane de Adétikopé. Je pense que vous y étiez, hein, Javed Akouti. Non, je n'ai pas pu effectuer le déplacement, mais il faut reconnaître que je l'ai eu au téléphone. Je l'ai appelé pour lui présenter les condoléances les plus attristées, parce que, Eric, il faut reconnaître que ce qui est plus douloureux dans la vie de l'être humain que nous sommes, c'est la séparation. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir que vous allez vous retrouver après 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est-à-dire et dire qu'une épouse, c'est vraiment un peu difficile. Je voudrais une fois encore que Dieu console notre confrère, soutienne également les enfants, parce que le plus difficile maintenant, c'est de tout faire pour que ces enfants-là puissent garder toujours leur espoir en leur papa, parce que la maman est partie. C'est au papa maintenant de tout faire pour aider ces enfants-là à garder l'équilibre par rapport à cette séparation. Ce n'est pas du tout facile de se séparer d'un être humain et de sur quoi encore son épouse. C'est vraiment difficile. Je voudrais une fois encore présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre confrère et également à la famille de l'épouse, et que vraiment Dieu les console. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire. Toi aussi, Joseph Gada a un mot à placer? Oui, je pense que il me revient également aussi de présenter mes condoléances les plus attristées à cette famille que je connais très bien, très bien. On est plus familier que tout. Bon, donc je pense que c'est la nouvelle vraiment m'a attristé hier et je n'ai pas eu le temps d'assister parce que j'ai appris aussi la nouvelle tardivement. Oui, si on l'a appris tardivement, tout ça. Ouais, voilà. Bien sûr. Et comme c'est la religion musulmane, vous savez que ce n'est pas chez nous au sud où on peut passer au moins quelques semaines à préparer l'enterrement, tout ça. Donc, ça a été passé si vite. Et je pense que l'essentiel, c'est de confier cette famille, c'est une jeune famille au Seigneur, que le Seigneur même puisse apaiser le cœur de notre cher confrère et également aux enfants. Vous savez, la famille, généralement, c'est papa, maman, les enfants. Et lorsque un maillon manque, je pense qu'on a toujours des problèmes. Et il faut serrer la ceinture, c'est toujours difficile. Mais je pense que, comme on le dit souvent chez nous, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent, ils sont dans le souffle du vent, tout ça. Donc, je pense que celle-là n'est pas du tout partie. Elle est toujours là. Et elle sera, à son nombre, couvrir quand même ses enfants et surtout soutenir le papa qui est seul aujourd'hui. Donc, toutes nos condoléances à notre cher confrère et je pense que nous sommes de tout cœur avec lui. L'essentiel, ou bien du moins, ce que nous remarquons souvent, c'est que quand ça se passe comme ça, bon, les gens sont avec vous pendant au moins 3 jours et après 3 jours, c'est fini. Donc, oui, vous êtes seul. Voilà, maintenant vous êtes seul à faire face aux vicissitudes de la vie. Donc, c'est pour cela que c'est un peu compliqué. La prière, essentielle, c'est que nous ne les oublions pas. Les 3, nous ne les oublions pas. Même si on ne peut pas faire les déplacements, donc au moins de temps en temps, de les porter en prière. Et je pense que Dieu qui couvre, dont la miséricorde, dont la grâce couvre nous tous, et saura combler ce vide qu'a laissé notre chère sœur. Voilà tout ce qu'on peut dire. Encore une fois, toutes les condoléances de la radio Taxi FM à notre confrère Yves Gallet. Alors, puisqu'on parle de la famille, je voulais juste avoir votre avis sur... je parlerai pas de retournement de situation. Je voulais faire allusion à la dernière sortie du pape Léon XIV, liée donc à la famille.
Et sa réaction, Joseph, vous allez peut-être le confirmer, tranche avec la vision de son prédécesseur, le pape François, sur la famille. La famille est composée de pères, de mères, d'enfants. Oui, comme je viens de le dire, moi je suis catholique pratiquant, je viens de le dire, je ne peux pas dire autre chose que ce que le souverain pape avait dit la fois dernière. Vous savez, ses premiers mots, quand il a été présenté à la foule au Vatican, c'était que la paix soit avec vous. Donc aujourd'hui, il faut constater que beaucoup de familles sont fragilisées, les couples sont fragilisés, parce que d'abord la difficulté économique et les incompréhensions à gauche et à droite, tout ça éléments contribuent aujourd'hui à ce qu'il y a des cassures. Et donc aujourd'hui, il est très difficile de parler même de la famille. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plus la famille monoparentale. Je pense que pour ça, le souverain pontife a été clair. Il faudrait arriver à une famille composée de père et de mère pour pouvoir bien élever aussi les enfants. C'est vrai qu'il a été très distant du pape François, mais chacun, comme il dit, chaque pontificat avec son idéologie, avec de projet, de projet pontifical, comme en politique on parle de feuille de route. Je pense que c'est un peu comme ça. Vous savez que le pape François a été très critiqué par les conservateurs de l'Église, qui ne voudraient pas voir de leurs propres yeux ces réformes qui sont faites dans l'Église. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église peut revenir dans de meilleurs sentiments avec ces conservateurs qui se retrouvent aujourd'hui dans le pape Léon XIV. En tout cas, il faut le dire, même si certains commencent pas déjà à dire n'importe quoi sur le pape, qu'il est du même avis avec Donald Trump, tout ça là, je pense que il existe depuis et existe toujours. Et au niveau de l'Église, c'est l'homme et la femme que Dieu a créé pour pouvoir pacifier la nature. Donc, si aujourd'hui il y a certains par leur compréhension des choses, pense que l'homme peut rester ensemble, la femme peut rester ensemble. Je pense que ce genre de famille, je pense que jusqu'au Togo, pour le moment, jusque dans la constitution togolaise, ce n'est pas encore reconnu. Et nous pensons que cette famille père-mère, c'est ce qui est le plus idéal et c'est ce qui pourrait aussi construire un monde où pourront vivre les hommes dans la paix et dans la quiétude et surtout dans la crainte de Dieu. Oui, c'est vraiment important de le rappeler puisque le pape Léon XIV l'a dit clairement que la famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme et que les enfants à naître et les personnes âgées jouissent de la dignité de créatures de Dieu, formulant clairement, on l'a écouté, l'enseignement catholique sur le mariage et l'avortement dès le début de son pontificat. Jacques Dakouti, sur ce sujet-là? Non, je crois que le pape est revenu au fondement de la Bible, parce que sur effectivement du mariage, parce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit que l'homme quittera son père pour s'attacher à un homme. Ou soit la femme ne quittera pas son père pour s'attacher à une femme. Donc c'est à un homme. Donc je crois que si aujourd'hui le pape Léon XIV revient sur ce fondement biblique, et c'est vraiment une très bonne chose. Vous savez, quand le pape Benoît, avant celui qui est parti, vous avez François, justement, vous savez que cela avait divisé même l'Église catholique. Exactement. Oui, certains conservateurs n'étaient pas du tout d'accord par rapport à cette situation. Donc aujourd'hui, Léon XIV n'a fait que rétablir la vérité sur vraiment ce que c'est que l'union entre un homme et une femme. C'est-à-dire, c'est une union sacrée. Donc je crois que c'est vraiment une bonne chose. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit, bon voilà,
il est revenu sur effectivement les fondements bibliques et cela peut aider à construire une bonne société, une société juste, une société qui a des valeurs. Parce que moi, je ne peux pas imaginer, Eric, qu'on puisse demander à une femme d'épouser une femme, de demander à un homme d'épouser un homme. Et ce principe-là n'existe nulle part dans la Bible. Et ça, ce n'était pas du tout biblique. Donc, le fait que le pape là accepte aujourd'hui revenir sur le fondement biblique de ce que c'est que l'union, vraiment, il faut vraiment féliciter ça. Et puis reconnaître également que la plus grande valeur que l'homme a sur cette terre concernant le mariage, c'est le fait de s'attacher à sa femme et d'être une fois encore aussi fidèle à la femme. Et qu'il ne suffit pas seulement de parler d'une vie de famille, parlant de l'homme et de la femme, sans que l'homme ne soit fidèle à sa femme et que sans que la femme aussi ne soit fidèle à son mari. Parce qu'il ne sert à rien d'être ensemble et qu'on puisse s'asseoir sur des braises. C'est-à-dire que l'homme n'a pas la confiance en la femme n'a pas confiance en l'homme. Ce n'est pas également une famille, ça. Donc la famille, lorsque l'homme vit avec sa femme, c'est une vie de vérité, une vie de pardon, une vie également de consécration. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce qu'à un moment donné dans la vie d'une famille, au sein de la cellule familiale, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des moments où certainement que l'homme a des moyens, il n'a plus les moyens. La femme a l'obligation de soutenir son mari. Ce n'est pas parce que la femme va dire non que c'est toi l'homme et c'est toi qui dois tout faire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde de complémentarité, c'est-à-dire que la femme peut compléter l'homme, l'homme aussi peut compléter la femme et vice-versa. Et c'est ça le fondement de la famille. Donc je crois que le plus important pour nous, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme puisse s'attacher à sa femme et que vraiment les deux puissent vivre une vie épanouie. Parce qu'il ne sert à rien, Eric, comme je l'ai dit, de vivre dans un couple, de vivre dans un mariage où l'homme ne parle pas à la femme, où la femme ne parle pas à l'homme. Ça ne sert à rien. On évoque ce sujet, mais les couples aujourd'hui, que ce soit au Togo, en Afrique, à travers le monde, les couples ont d'énormes problèmes. Les couples qui se fragilisent tous les jours, les divorces, je pense qu'on en compte à l'appel tous les jours au palais de justice ou dans les palais de justice. C'est normal, Eric. Parce que vous savez ce qui se passe. Le problème, c'est que quand vous prenez le mariage, comme certains définissent le mariage, c'est comme un terrain vierge. C'est-à-dire que quand tu viens, par exemple, avec une roue pour pouvoir récolter, tu vois ce que pour cultiver, tu vois la récolte que tu auras. Si tu viens, par exemple, avec un tracteur pour labourer le champ, tu vois ce que tu vas récolter. Donc, c'est-à-dire que le mariage, c'est une dose d'amour, une dose de pardon, une dose de compréhension. En fait, c'est ça. Tu peux être là, tu n'as pas les moyens, mais du moins tu aimes la femme, vous vous pardonnez, vous vous comprenez. Je crois que le mariage ne va pas subir d'aucun problème. Et il faudrait également que les gens comprennent que, vous savez, le mariage, ce n'est pas comme un terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on vient, on fait 45 minutes, on se sépare. Non, le mariage, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Et quand vous êtes dans un couple, comme on l'a dit, que personne ne se dise qu'il n'y aura pas de problèmes. Les problèmes vont naître. Parce que l'autre est issu d'une éducation, l'autre aussi a reçu une autre éducation, vous vous êtes retrouvés. Parce que, Eric, je ne t'enseigne rien, tu es marié. Parce qu'à des moments donnés, tu peux dire, par exemple, à ta femme de ne pas laisser la serviette sur le lit, mais elle est obligée de le faire. Mais ce n'est pas pour toi un temps de pouvoir se quereller avec elle. Si elle le fait une fois, deux fois, toi, l'homme, tu peux le déplacer, tu peux déplacer la serviette, il faut le faire. Ce n'est pas le moment de pouvoir frapper la femme. Donc, bref, vous m'arrêtez pour dire que le mariage, c'est une communion fraternelle, une entente entre l'homme et la femme et le pardon mutuel qui fait construire effectivement un foyer. Très bien. Écoutez, on a compris ce sujet. On va passer donc au premier sujet que nous avons programmé. Le temps d'accueillir Ambroise Apondio qui nous a rejoint. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour. Bonjour les confrères Jacques et Joseph. Bonjour les auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous rejoindre donc à l'antenne. Et puis, on va parler d'abord du gouvernement de Faure Gnassingbé. Vous vous rappelez, le 3 mai dernier, Faure Gnassingbé a prêté serment. Eh bien, il devra former un nouveau gouvernement. Ça devait être le premier de la 5e République. Et depuis aujourd'hui, ça fait 17 jours que, eh bien, on n'a pas encore un nouveau gouvernement. C'est vrai que celui qui a démissionné et qui évacue les affaires courantes, il est là, mais est-ce que ça pose un problème fondamental Je vous donne d'abord la parole à Ambroise Pondio.
Oui, normalement, un régime parlementaire qui a été concocté de toutes pièces depuis 1 an contre l'assentiment du peuple et qui, en principe, devait connaître son épilogue. On devait déjà avoir sous la main, connaissant déjà les paramètres, les différents éléments compositeurs donc de l'architecture institutionnelle de la Ve République, on devait normalement avoir la liste des nominés qui seront dans le gouvernement. Bon, pour les nominés, on les connaît. On peut les connaître parce que c'est les mêmes personnes qu'on nous ramène souvent. Maintenant, pour ceux qui seront désignés comme étant des ministres, les Togolais attendent de voir que l'État continue, que ces gens-là soient désignés pour qu'on n'en passe à autre chose. Malheureusement, cela n'est pas le cas et c'est pas du tout bien pour la sérénité et la continuité de l'État et surtout le bien-être, la recherche du bien-être des Togolais. Donc cette prière-là, les Togolais attendent de voir. Tout démontre clairement que on est dans une situation d'improvisation, alors que cela devait être le contraire. Et ce qui aussi est dommage est que les choses n'ont pas encore bien pris du côté de la présidente de la République. Le président est toujours chez lui à la maison, il n'a pas encore son bureau. On espère que ça viendra. On va revenir tout à l'heure sur le cas du président de la République, parce que là aussi, ça nous intéresse particulièrement. Depuis quelques jours, les Togolais se posent la question, mais depuis qu'on a vu le 3, lui aussi le 3 au soir au Parlement, et il a prêté serment, on n'a plus vu le président de la République, il a disparu des radars. On va revenir sur le sujet. Mais avant, je voudrais aussi avoir l'avis de Joseph Gada. Joseph, vous allez activer votre micro, mais attendez, le 3, Faure Gnassingbé a prêté serment. Le même jour, Oligui, au Gabon, a prêté serment. Le lendemain, je crois, 2 jours plus tard, il a son gouvernement. Pourquoi est-ce que ça coince toujours au Togo? On se rappelle que, et rappelez-vous, en 2020, après l'élection présidentielle, le gouvernement de Faure Gnassingbé a pris aussi beaucoup de temps avant de se décider. Oui, c'est ce que vous savez, on est habitué déjà à ce phénomène d'avoir la démission du gouvernement et d'attendre au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois même pour avoir le nouveau gouvernement. Donc, je pense que pour moi, ce n'est pas une surprise aussi. Et, vous savez, la différence aujourd'hui entre... Est-ce qu'il ne faut pas rompre avec ça? C'est-à-dire que quand on veut gérer, on sait à peu près ceux avec qui on veut gouverner. Voilà, je pense que c'est ce qui serait un peu préoccupant. Vous savez, avec le régime présidentiel, c'est le chef du gouvernement qui propose des ministres et qui sont acceptés ou bien ne pas acceptés par le président de la République. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de chef de gouvernement. Tout retombe sur les épaules du président du Conseil. Donc, il revient maintenant de faire son casting et bon, c'est ça, parce que bon, il fait son casting et puis bon, il a son équipe, parce qu'il y a personne qui va approuver ou bien va désapprouver. Donc, je pense que au même moment, vous savez, vous voyez tout ce qui se passe au Togo avec la médiation du chef de l'État par-ci, par-là. En tout cas, ce n'est pas une excuse que je lui présente, mais je pense que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ici, il faut rompre avec... il va falloir rapidement aussi aller à cette formation du gouvernement. En tout cas, moi, je crois que peut-être que dans les jours à venir, on aura quand même ce gouvernement que nous attendons, que tous les Togolais attendent de pied ferme pour pouvoir aller à l'essentiel. Parce que
vous savez, quoi qu'on dise, avec l'actualité au Togo ou bien dans le monde entier, la vie chère, l'inflation, la difficulté de mobilisation financière, les dettes par-ci, par-là, du moins, en tout cas, toute l'actualité ne fait pas dormir les présidents de la République. Hein. Vous voyez comment est-ce que... bon, c'est pas... Bon, je préfère pour le moment parler du président de la République que dans le monde. Vous voyez comment est-ce que dans le monde, tous les présidents courent à gauche et à droite, que ce soit Donald Trump qui court à gauche et à droite, tout ça. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps quand même de tergiverser un petit peu sur ce que nous avons l'habitude de faire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans ce régime parlementaire, les Togolais atteignent quelque chose de nouveau. Donc, plus on tergiverse un peu, bon, les gens vont dire, bon, est-ce que ce n'est pas une continuité? Vous voyez déjà. Donc, moi aussi, je paierai le chef de l'État. C'est ce que je crains toujours. C'est ce que le chef de l'État, pour avoir fait ses mandats, était toujours secondé par quelqu'un. Maintenant, il revient à lui seul de travailler. C'est là où je vois toutes ces charges sur ses épaules. En plus de ces charges sur le Parce que là, aujourd'hui, il ne pourra plus déléguer certaines décisions à personne. Il n'y a que lui seul, seul de prendre des décisions. Et puis, comme je le dis, ces charges sur le plan international avec la médiation par-ci par-là, je me demande dans 6 ans comment il va pouvoir tenir. Parce que vraiment, ce sont des charges très difficiles à supporter. Mais bon, je pense que... Bon. Comme dirait quelqu'un, lui-même connaît déjà tout ça avant de prendre ses responsabilités. Donc, on attend. Seulement que, bon, il ne faut pas que ça soit trop long aussi pour que ceux qui sont dans les affaires courantes continuent de prendre des décisions, peut-être des fois, qui ne sont pas aussi... qui sont des décisions très lourdes aussi. Hein? Je pense que ce n'est pas du tout bien, parce qu'il ne faut pas que ces gens se prennent des décisions que, bon, ceux qui vont arriver subissent. Donc, bon, Géré, oui, bien sûr. Oui, d'accord, oui, bien sûr, on a écouté l'essentiel. Mais Jacques Dakouti, est-ce qu'il ne faut pas rompre avec cette habitude-là, finalement? Écoutez, on est dans une nouvelle république. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater, Eric. Ça fait 17 jours aujourd'hui. Oui, depuis que M. Fogna Singbe a accédé au pouvoir, vous avez vu qu'il n'y a aucun gouvernement qu'on a formé en l'espace d'un mois. Ça prend toujours du temps. Donc, j'ai l'impression que ça... M. Fogna Singbe a souvent des difficultés à se séparer de certains ministres. Si vous faites la remarque, vous allez voir que ça, pour former un gouvernement, ça prend toujours du temps. J'ai peur qu'avec les élections locales que nous avons, j'ai peur que la formation du gouvernement là aille au-delà du mois de juillet. J'ai peur parce que à l'allure où vont les choses. Par rapport aux élections locales à venir? Ah oui, j'ai peur qu'on ne puisse pas avoir un gouvernement avant ces élections. Hein. C'est une réflexion personnelle. Peut-être que je peux me tromper, mais bon, j'ai peur qu'on ne puisse pas avoir ce gouvernement avant ces élections. Et l'autre aspect, Eric, vous savez, quand vous mettez des ministres en stand-by, parce que certains ne savent pas, est-ce qu'ils vont revenir, ils ne vont pas revenir, tout ça là, c'est stressant. Et l'autre aspect, vous savez, Eric, il y a certains ministères quand même qui ont donné des marchés à certains compatriotes qui ont exécuté. Comme les ministres ne peuvent plus signer pour des décaissements, vous voyez que ça crée toujours des problèmes au niveau effectivement des petits marchés que les compatriotes obtiennent. Parce que les ministres n'ont plus droit à signer pour un décaissement peut-être d'une hauteur d'un montant. Donc ils sont obligés, tous ceux qui ont effectué des travaux sont obligés de traîner. Et l'autre aspect, vous savez que lorsque par exemple un gouvernement est là et qu'on ne l'a pas changé, ils sont intérimaires, c'est un risque de tout trafic également. Des trafics à haute dose lorsque il y a un gouvernement traîne. Moi, je crois que c'est des choses quand même qu'il faut essayer de revoir. Lorsque Mme Doumbouya a démissionné, ça fait quand même longtemps. Et comme vous l'avez si bien dit, à la prise, par exemple, de cette 5e République, on savait déjà qu'il y aurait par exemple, des élections locales. On savait également déjà que on devait avoir un gouvernement déjà en place avant de continuer les choses. Mais ce n'est pas ça.
ça fait quand même, ça ralentit l'économie du pays, Eric. Ça ralentit parce que la plupart des ministres qui devaient aller aujourd'hui à des rencontres, à des colloques, aujourd'hui, quand ils vont, quelle légitimité ils ont? Aujourd'hui, un ministre qui ne peut pas signer, par exemple, pour un décaissement, les chantiers sont là, hein, tout est en stand-by. Vous voyez que c'est vraiment, ça fait ralentir l'économie, ça fait vraiment ralentir l'économie. C'est pourquoi vous allez voir dans certains pays, au lendemain d'une élection, quand le gouvernement démissionne, le lendemain, on nomme un premier ministre, on forme en même temps le gouvernement. Parce que, comme je l'ai dit, quand ça traîne, Eric, c'est des conséquences énormes. Des conséquences énormes pour un pays. La plupart des ministres aujourd'hui, quand vous les voyez, ils sont au bureau. Quand il y a même des colloques internationaux où un ministre doit aller présider, il est obligé d'envoyer son directeur de cabinet. Il ne va plus parce qu'il se dit, en se pointant là-bas, quelle légitimité il a encore. Parce qu'il est en train de gérer seulement les affaires courantes. Vous voyez que moi, je ne voulais pas être à la part des ministres au Togo aujourd'hui parce que c'est vraiment très stressant. Très stressant. D'accord, très bien. Ben, écoutez, et puis, voilà, le gouvernement, on va encore attendre un moment, en tout cas aujourd'hui, ça fait 17e jour qu'on ne l'a pas. Les anciens continuent par assumer la charge en attendant qu'il y ait un nouveau gouvernement. Et puis, le président de la République, et depuis on a plus ces nouvelles, on le disait, Ambroise, est-ce qu'il a au moins ses bureaux? Est-ce qu'il va au boulot au moins? Est-ce que vous avez des informations à partager avec nous? Ce que je puisse vous assurer, c'est que le président n'a pas encore regagné son bureau. Vous savez, c'est un monsieur qui est dense en matière d'intelligence et de sagesse. Et ce que j'ai eu comme information, c'est que lui-même aurait dit que tout ça là viendra, que lui, il reçoit les gens chez lui. Et quand vous allez là-bas même, c'est pratiquement un bon bunker. Hein. Il y a plus de 20 corps habillés là-bas, militaires, gendarmes et tout. Chez lui, où sa maison, son domicile privé? Où il a... Oui, son domicile privé. Ils n'ont pas les choses, toutes les choses ne sont pas encore arrangées pour qu'il aille dans un palais présidentiel. Tout cela va venir. Il n'est ni dans un palais présidentiel, il n'a pas de bureau officiel à la présidence, c'est ça? Non, il n'a pas encore de bureau officiel, ni à la présidence, ni ailleurs. C'est chez lui à la maison qu'il reçoit, reçoit ses audiences pour le moment, le temps que les choses puissent être réglées pour qu'il regagne un palais présidentiel. Mais tout le protocole, quand vous y allez là-bas, vous comprendrez que tout le protocole y est parce que nous, quand on faisait nos réunions chez lui là-bas, il y a de cela quelques mois et plusieurs années derrière, nous on venait, on rentrait, c'est lui-même qui sortait, il nous amenait de l'eau, même des canettes de boissons, tout ça. Tout ça là, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Oui, non, c'est fini. Vous venez. Il y a d'abord un cordon d'une dizaine de corps habillés qui est devant là. On prend vos téléphones, vous remplissez une fille d'audience et vous venez là-bas sur rendez-vous. Maintenant, quand vous y montez, finalement après avoir passé au moins une trentaine de minutes, parce qu'il y a d'autres qui sont déjà à l'audience, vous rentrez là, il y a encore, c'est tout un cordon, hein, c'est comment la présidence, quoi. Je vous assure. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes à la présidence quand on va chez Jean-Lucier Savi de Tové aujourd'hui? Il n'est pas au palais, il est dans ses appartements privés. Sur le plan spatial, on n'a pas cette impression-là. Mais sur le plan protocolaire, lié à la fonction, on peut dire que nous sommes pratiquement à la présidence. Il y a du nouveau, c'est ça. Le cadre ne s'y est pas, c'est vrai, parce que c'est son domicile privé. Il va falloir trouver un palais présidentiel ou un lieu qui peut accueillir la présidence comme étant une institution. Maintenant, quant à ce qui concerne, ce qui n'est pas aussi du tout bien hein, par rapport à l'image du Togo à l'extérieur, parce que un président, quand il est désigné, il a, au-delà du protocole qui l'entoure, au-delà de la forme, tout ce qui entoure l'institution, il faut un palais présidentiel qui soit bien spacieux, parce que la présidence, c'est toute une machine.
au-delà de cette prérogative teintée du titre honorifique, le monsieur, il est garant de l'unité nationale. Et c'est un grand chantier. Qui est garant de l'unité nationale voudra dire qu'il doit absolument lutter contre les injustices. Les problèmes des Togolais qui sont à l'intérieur, tant sur le plan pauvreté, sur le plan misère, et que sur le plan infrastructurel et autres, il a des lignes directrices à tracer, il a des conseils à donner au président du conseil, il a un cabinet à gérer en matière de gestion de tout ce qui est animosité, injustice et la vie sociale et le vivre ensemble dans le pays. Il a une mission grande que les gens n'imaginent pas. Et donc, il va falloir lui trouver un lieu qui convienne à toutes ces prérogatives-là, qui est là en sourdine mise en parenthèse dans le garant de l'unité nationale, en parenthèse, mais qui a tout son pesant d'or, tout un chantier qui lui revient, donc il faut lui trouver un lieu. Alors, Joseph, est-ce que ce n'est pas la preuve en réalité qu'on n'est pas prêt? C'est-à-dire que nous avons un président de la République. Tout à l'heure, on m'a revenu sur les termes, président de la République, président du Conseil de la République. On a écouté beaucoup de choses ces derniers temps quand même. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve qu'on n'est pas véritablement prêt? Nous avons un président qui n'a pas de trône. Enfin, c'est un peu ça, non? Oui. Il y a un président qui a un trône. Ah, ok. Oui, non. Attendez, on va que Joseph prenne la parole. Joseph. Ah, d'accord. Ah, il n'est pas là. J'arrive d'Akouti, allez-y. Là, il n'a pas de trône. Jean-Louis Savi de Tové. Non, le problème, Eric, il faut reconnaître que ce à quoi nous assistons, c'est comme un charlatan qui loue la maison d'un autre charlatan pour charlater pour les gens. C'est quoi encore ça? Oui, c'est-à-dire que le charlatan ne peut pas aller louer la maison d'un autre charlatan pour dire que lui est en train de charlater pour les gens. Pour reconnaître le vrai charlatan, il faut qu'il soit chez lui ou bien. C'est ça. C'est-à-dire que les gens viennent chez lui et c'est en ce moment qu'il commence pas à marabouter, charlater pour les gens. Et c'est là qu'on reconnaît effectivement la valeur, la force du charlatan. Ah, l'habit fait le moine. C'est comme ça. C'est-à-dire que... On ne peut retrouver le vrai président qu'au palais présidentiel. Oui, tout ce que notre confrère Ambroise vient d'énumérer par rapport au protocole au niveau de dispositifs sécuritaires, mais ça c'est normal, c'est-à-dire que ça c'est un président, il a besoin de ça, mais rester à la maison, Eric, il faut qu'on soit quand même, on se dise les vérités. Eric, tu animes les émissions, tu ne peux pas me dire que en restant à la maison avec les enfants, tout ça, tu auras l'esprit tranquille pour pouvoir souvent rédiger les choses. Donc, je crois que quelque part... possible. Oui, quelque part, ça, il faut avoir toujours un esprit sain dans un cœur sain et dans un environnement sain. Ça, c'est comme ça. Un président de la République se reconnaît au palais. Un président de la République ne va pas rester, par exemple, dans son domicile privé pour dire non qu'il est président. Là, pour le moment, il faut reconnaître qu'il y a quand même des anomalies qu'il faut quand même corriger. Ça, il faut demander au protocole, c'est-à-dire au ministère chargé du matériel au Togo, de pouvoir vite faire pour trouver une place, un palais à notre président. Notre président ne peut pas rester à la maison indéfiniment. Parce que, Eric, il reste à la maison. Comment il peut travailler? C'est-à-dire qu'à tout moment, il aura le réflexe de rentrer dans sa chambre et de se coucher. Et c'est comme ça. Oui, ce réflexe-là peut lui venir tout le temps. Oui, il est dans son salon. Il peut avoir le réflexe, je vais rentrer dans ma chambre, prendre quelque chose, et finalement, le sommeil peut le prendre. Alors que quand il est au bureau, quand il sait qu'il est dans son palais, il y a certains réflexes qui ne peuvent jamais l'arriver. Il faut qu'on se dise également une vérité, Eric. On ne peut jamais rester à la attendez, maison. nous avons deux palais aujourd'hui, non? Il y a un palais là, au niveau de GTA, et puis il y a un palais au niveau de la plage. Qu'est-ce qui se passe pour que ça traîne autant? Ça fait 17 jours. Ah, mais c'est ça. Donc, moi, s'il y avait même pas de place, du moment où, par exemple, vous prenez la primature, la PMA a démissionné et, selon notre nouvelle constitution, il n'y a plus le poste de Premier ministre. On pouvait quand même, ne serait-ce qu'en attendant d'arranger, laisser notre président là-bas en attendant, pour commencer, ne serait-ce que pour travailler en attendant de lui trouver, si le palais n'est pas prêt,
qu'on le laisse d'abord là-bas pour pouvoir travailler. Mais il faut reconnaître qu'à la maison, Eric, c'est pas, non, ça c'est pas bien. C'est pas commode. D'accord. Puis, alors, Joseph, oui, avec son âge, c'est pas bien. Oui. D'accord. Oui, Joseph. Oui, je pense que celui qui peut nous décrire bien cette affaire, c'est Ambroise. Okay, oui, il a déjà fait, Ambroise, vous l'avez écouté. Il a bien fait, il a bien décrit ce qui se passe là-bas. Non, je pense que le président avec ça, il n'est pas la présidente, il est à la maison, dans son domicile. Ce n'est pas la présidente, franchement. Je pense que le président Jacques vient de le dire. Vous savez, lorsque des fois on est à la maison, non seulement on n'est plus pas le sommet, mais des fois on a envie de grignoter beaucoup de choses. Et ce qu'on doit faire en 1 minute, on peut le faire en 1 heure de temps. Non, en fait, si pour le moment sa tâche doit se résumer à recevoir les gens, juste à accorder des audiences aux gens, à ses amis, tout ça, je pense que c'est un peu dommage parce que on ne me dirait pas qu'au Togo, c'est des locaux qui en manquent. Hein, si on veut, pas de la cité OUA jusqu'à l'ancien président, je pense qu'on peut trouver toujours de la place pour le président de la République. Mais je pense que c'est une question de temps aussi, hein, c'est une question de temps. Et il va falloir un peu aussi se patienter. Comme je l'avais dit, nous sommes dans une nouvelle République. Il faut du temps pour pouvoir mettre sur pied aussi, je sais pas, bon, les institutions sont déjà mises en place, mais il faut encore du temps pour que rapidement on puisse trouver les locaux pour le président de la République. En tout cas, je l'avais dit que lui-même sait les conditions dans lesquelles il a été élu et il sait où il va. il sait où il va. Et oui, mais c'est ça, il sait où il va. Et il doit s'armer beaucoup de patience. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout que ça le fait plaisir. Aujourd'hui, lui-même, c'est un homme galant, un homme de fait plaisir. Il a eu déjà travaillé avec le gouvernement, avec le chef de l'État. Il le connaît très bien. Je pense que pour prendre le téléphone et appeler le président du conseil. Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Parce qu'on a vu, à moins que je me trompe, des images. Officiellement, non. Mais je pense que officiellement, bon, les deux peuvent quand même s'appeler et par rapport à certains sujets. Mais quand même, comme vous l'avez dit. Parce que pour l'image de la République, depuis, on a bien envie de voir le président de la République et le président du Conseil en audience. Quelque chose comme ça. Non, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir. Ça, ce n'est rien. Ah ouais? Vous êtes dans le secret des dieux, finalement. Ambroise Conjo. Non, attendez. Finissez. Moi, je pense qu'il faut attendre aussi la formation du gouvernement rapidement. Et parce que peut-être que tout ça là est lié aussi à la formation du gouvernement. Donc, parce que lorsque le gouvernement sera mis en place, je pense qu'on pourrait avoir maintenant les deux qui peuvent quand même travailler ensemble pour contribuer quand même à l'amélioration des conditions de vie de la population togolaise. Parce que c'est ça essentiel. Les conditions de vie, on va en parler tout à l'heure avec l'augmentation, la récente, de prix du kilowattheure. Ambroise, le président de la République et le président du Conseil se sont déjà rencontrés? Je n'ai aucune information en ce sens. D'accord. Peut-être qu'il se serait déjà rencontré au lendemain de comment on dit ça, de son investiture. Mais ce qui est regrettable, c'est ce que Jacques a dit. Hein. Jacques a dit beaucoup de choses qui est essentiel. Parce qu'on ne peut pas avoir un président de la République chez lui à la maison. Il a été désigné, ça fait pratiquement 2 semaines. Et un peu 2 semaines. Et il a aussi souligné que, en attendant que le palais de la Marina, à moins que certains caciques ou véreux ne souhaitent pas qu'il soit là-bas parce que Adema, qui est déjà parti, peut-être reviendra. Et quand on essaie de lui trouver les anciens bureaux des PA ou des PM, surtout celle de Victor Dogbe qui n'est plus Premier ministre, Jacques l'a dit. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire dans l'urgence. En le faisant ainsi, on dirait que le président veut être trop gourmand.
Ça risque de ressembler à la gourmandise. On prend tout. Oui, on prend tout. On prend tout. Tout ce qui est prérogative de l'État, on le prend. Et en plus, on n'est pas dirigeant pour pouvoir satisfaire, ne serait-ce que sur le plan cadre, le lieu qui doit abriter le président de la République pour le minimum de respect qu'on doit à cette institution qu'eux-mêmes ils ont mise en place et que beaucoup contestent. Je crois que ils se sont mis dans une famille de farine à blé ou à maïs qu'on est en train de malaxer. Parce que c'est vous-même qui avez créé votre République, la 5e République. Il parle de la 5e République. Vous avez créé les institutions et vous avez déjà en amont que ces institutions-là devaient fonctionner, devaient avoir surtout les premières institutions, les plus hautes, président du Conseil, président de la République. Jusqu'à présent, plusieurs personnes nous ont appelés pour nous dire est-ce que le président a déjà un palais. Même il y a certains anciens ministres qui bouillonnent, que ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Ça ne fait pas bien à l'image du pays. Mais ça veut dire que vous pensez seulement à vous-même qui êtes celui qui détient toutes les prérogatives. Oui, mais Ambroise, excusez-moi, mais est-ce que dès le début, on ne savait pas que c'est de la poudre de perlimpinpin, tout ça? Bon, il savait que ça devait être ça. Il ne fallait même pas créer le pot de président de la République. Il ne fallait même pas créer le pot de président de la République. Parce que là, ça suppose que... Oui, ça suppose que ils sont en train de jouer, de faire jouer le président de la République à un cycle de pantin, à un cocotico, on appelle ça cocotico dans les rizières. On installe un pied de bois, on lui fait une main, 2 mains, et on lui court quelques rayons d'habits là, pour que quand les oiseaux le voient, les oiseaux puissent fuir. J'ose croire que ça ne devrait pas être le cas. Et l'essentiel, c'est qu'ils puissent rapidement rattraper leur manquement dans cette 5e République qui est en train de faire du rafistolage ou du surfilage pour qu'on ne puisse pas parler trop du président de la République qui est le chef de l'État. Garant de l'unité nationale. Je vous lis, je passe à l'article 42, l'article 40. Oui, parlant de ça, justement, nous avons dans la Constitution le président de la République, ce poste est occupé aujourd'hui par Jean-Lucien Lagneau Savi de Tové, et puis il y a le président du Conseil, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, mais depuis, on dit président du Conseil des ministres, on sait que c'était dans le projet, après président du Conseil. Depuis un temps, on entend certains dire, et même dans un document officiel, on met président du Conseil de la République togolaise. Et finalement, il y a tellement de confusion. Jacques Zakouti, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Bon, Eric, vous savez, c'est comme souvent quand vous écoutez les humoristes ivoiriens, c'est-à-dire que tu prends un et tu laisses l'autre. C'est-à-dire que... oui, bon, président du Conseil... Comme Jean-Michel Cancan, là. Oui, parce que bon, c'était dit que c'est président du Conseil des ministres dans la Constitution. Oui, ça c'est dans le projet. Voilà, aujourd'hui on nous parle du président du Conseil. Donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse aider nos enfants parce que j'ai peur que, sûrement les examens qui s'annoncent, que ces genres de questions soient posées à nos enfants, que certains se mettraient à dire président du Conseil des ministres, président du Conseil de la République. Vous voyez, donc, il faudrait on puisse avoir une clarification parce que certains ont la Constitution, ils lisent la Constitution, ils ont vu ce qui a été écrit dans la Constitution et aujourd'hui, ce que nous lisons également sur les réseaux sociaux, il y a quand même également... non, sur le document officiel. Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on puisse nous situer par rapport à ça. Ça, c'est le rôle du ministre des Droits de l'Homme. Voilà, qui sont également en stand-by. Donc, vous voyez que c'est des choses quand même. Il faut aider nos enfants, aider aujourd'hui la progéniture. Comme je l'ai dit, les examens s'annoncent. Donc, je crois que
Si on nous dit qu'aujourd'hui c'est le président du Conseil, bon, on va avec. Mais il faut pas on va faire une peut-être précision parce que dans la Constitution là, qui a été votée il y a plus d'1 an maintenant, c'est bien écrit là-dedans le président du Conseil. Point. Maintenant, d'où ça sort tous les autres et que même dans le document officiel, on a lu la dernière fois lorsque Faure Gnassingbé a rassemblé les facilitateurs dans la crise, je crois, dans les Grands Lacs, on a cru avoir lu, quelque part on a dit le président du Conseil de la République togolaise. Alors on se pose beaucoup de questions. Joseph Gada. Eric, moi je pense que président, bon, comme un troisième, on va pas autoriser. Donc, on fait sortir juste le président, puis on laisse Conseil, République, tout ça là, dans la parenthèse. Ah non. Parce que c'est... Parce que le danger, excusez-moi d'insister un peu, le danger c'est au niveau de nos enfants. Parce que je ne sais pas... Non, constitutionnellement, c'est le président du Conseil. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a là. Moi-même, j'ai la Constitution, c'est le président du Conseil. Maintenant, par rapport au président du Conseil des ministres, par rapport au président du Conseil de la République, bon, là, je ne sais pas, ça dépend du secrétariat du gouvernement. Malheureusement, je ne sais pas si le secrétaire du gouvernement travaille encore, puisque, bon, jusqu'à présent... Lui aussi, il est intérimaire. Il est aussi intérimaire. Ah oui, et pas aussi. Donc, c'est pas... Personne ne se retrouve. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que le début de toute chose est toujours difficile. Vous savez que nous-mêmes, des fois, dans les débats, on comprend tout. Des fois, on revient encore au chef de l'État, ou bien président de l'État. Bon, parce que c'est une question de temps. Il nous faut encore du temps. Peut-être que d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, ce serait corrigé. Mais je pense qu'il est très important de faire cette remarque. C'est-à-dire que dans les documents officiaux, il faudrait quand même que ce soit vraiment correct. Ou bien, oui, bien sûr. au moins, qu'on puisse quand même éviter ces erreurs. Anomalies, oui, ces erreurs, bien sûr. C'est vrai, ces amalgames passés par là, parce que ce n'est pas du tout bien. C'est vrai que nous sommes dans une nouvelle constitution et que, bon, les choses vont petitement, mais pour ce qui est fondamental, ce qui est de la constitution, je pense qu'au niveau du gouvernement, lorsqu'on veut faire sortir un document officiel, il est très important d'être regardant, de lire pour pouvoir corriger les choses. Je pense que c'est vrai que ce document que nous tous nous avons eu à voir le samedi passé, ça a porté confusion sur les réseaux sociaux. Bon, on ne se retrouve pas, certains disent, bon, qu'est-ce que la rubrique vient s'ajouter au président du Conseil, et si ce n'est plus le Conseil des ministres, tout ça là. Donc, moi, je reviens encore là-dessus pour demander quand même à l'équipe du secrétariat du gouvernement de bien lire le document officiel pour avant quand même sa mise en circulation. Pour qu'on c'est vraiment important. C'est très important. Oui, parce qu'il y a une forme de confusion aujourd'hui, parce qu'à l'école même, le problème se pose, excusez-moi, le problème se pose beaucoup plus au niveau des écoles primaires. Hein. Vous voyez les enfants qui rentrent et disent leur maître leur a dit le président du Conseil des ministres. Alors que nous savons que dans la constitution du Togo aujourd'hui, c'est le président du Conseil tout simplement. Oui, alors quand les enfants vont aux examens et que certains disent président du Conseil, parce que leurs parents leur ont corrigé ça. D'autres disent président du Conseil des ministres, parce que c'est ce que le maître a dit. D'autres disent encore président du Conseil de la République. Alors finalement, cette confusion qui corrige ça au niveau de nos élèves, de nos enfants à l'école. Vous savez, quand les amants, on tolère tout. Des fois, on tolère certaines choses. Bon, si l'enfant veut écrire, c'est que quand le président du conseil se fait déjà sentir, ou bien si l'enfant écrit déjà le président du conseil, il faut lui tolérer. Il faut lui donner quand même la note requise quand même. Oui. Non, comme je viens de le dire, je pense que dans l'équipe du secrétariat du gouvernement, il y a les juristes, il y a les constitutionnalistes qui sont là-bas. Donc, de faire tout pour que dorénavant, tous les documents qui vont sortir, en tout cas du secrétariat du gouvernement, soient des documents qui comportent ce que la Constitution demande, exige. Parce que ça, c'est ce que je voudrais dire. Alors, Ambroise, juste en 1 minute 50, on doit faire une pause. Votre commentaire sur ce sujet-là? Oh, vous savez, je crois que je l'ai déjà dit en boutade lors de l'émission dernière, que les gens ont quitté le président du Conseil des ministres pour tomber sur le président du Conseil, et c'est des modifications notamment qui sont faites. Et rappelez-vous, lorsque
la Constitution, le problème de débat de la Constitution s'est posé et que le débat faisait rage sur les médias. Et la question du président du Conseil et de la République s'est posée. Moi, j'ai dit dans une boutade que nous risquons d'aller au président du Conseil de la République. Tout simplement qu'on tient tout et tout pour que le nouveau président de la République revienne dans la consonance pour le Togolais lambda, pour qu'on sache qu'il n'y a pas une autre personnalité plus puissante, plus grande, ou qui est la première personnalité de l'État. Guadian avait déjà posé le problème. Qui sera la première personnalité de l'État? Il y a de cela un mois, on posait le problème. Et voilà là où nous en sommes. Et ils ne sont pas loin de modifier encore la Constitution, cette fois-ci peut-être pas par les députés, malheureusement par eux-mêmes, alors que nous avons déjà la Constitution sous la main pour savoir ce qui doit être fait, ce qui doit être dit. Et donc, quand vous faites une Constitution, sachez que vous avez déjà réparti les rôles. Vous êtes président du Conseil, comme en Italie, en Allemagne, en Israël, partout. Maintenant, vous n'allez pas usurper ce titre-là pour que ça dénute l'autre, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'on dise que c'est vous. Tout le monde sait que vous avez déjà toute la latitude. Maintenant, c'est la géopolitique mondiale qui va juger s'il sera encore pris comme président de la République dans les rencontres internationales, ou il sera pris comme président du Conseil ou un Premier ministre. C'est ça. C'est là où l'enjeu se joue. D'accord, très bien. Ben, messieurs, merci beaucoup. Il est 12h sur la radio Taxi FM. On marque une courte pause, on revient juste après. Vous êtes au Togo? Identifiez-vous pour une société inclusive où tout le monde compte. Taxi FM. Il est 12h. Sur ta radio. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et il a la Soumanou. Atelier, chant, une finale en live, des prix et lots à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Balekpedo, non loin de la HAC. Info +228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent. Uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Imaginez un monde où votre preuve d'identité vous donne accès aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et les services financiers. Grâce au projet EID, une initiative gratuite du gouvernement togolais, accédez à une identité unique, sécurisée et fiable qui transforme votre quotidien pour une vie meilleure. Enregistrez-vous dès aujourd'hui pour obtenir votre numéro d'identification unique IU et votre carte EID. Préenregistrez-vous sur préinscription.anit.gouv.tg. Plus d'informations au 82 85 EID, une identité pour tous. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.
votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec mes confrères Jacques Diakouti, Ambroise Ponjo et Joseph Gada. Alors, après le gouvernement, on pourra peut-être placer un mot également sur l'autre sujet de l'actualité, c'est l'augmentation récente des prix de kilowattheure au niveau de la CET, la seule compagnie d'ailleurs que nous avons au Togo aujourd'hui. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec 12,5%, est-ce que ça vous semble, Jacques Diakouti, tenable? On en a parlé un petit peu la semaine dernière, hein? On semblait imaginer ce qui va se produire. Et le lendemain, ça s'est fait. Justement, vous savez, on avait évoqué le sujet. Mais Eric, avant de revenir sur le sujet de la CET, je voulais une fois encore demander les premiers responsables de ne pas trop stresser le président parce que il est un peu âgé. Non, il est un peu âgé. Il faut lui mettre dans des bonnes conditions de travail. Il faut lui mettre dans de bonnes conditions de travail pour qu'il puisse retrouver rapidement ses locaux et commencer vraiment son travail. Il doit, parce que l'âge qu'il a, Eric, il faut plus qu'on le stresse trop. Il doit être trop service pour travailler. Donc, parlant de l'électricité, comme vous l'avez dit, c'est comme un coup de massue sur nos têtes, Eric. C'est un peu compliqué. Parce que vous savez, quand vous prenez même la fourniture de l'électricité dans notre pays, c'était d'abord des problèmes. Aujourd'hui, on augmente encore le prix du kilowattheure. Eric, vous voyez que c'est finalement un problème pour nous, nous consommateurs que nous sommes. Et l'autre aspect, vous voyez que la plupart des quartiers même de Lomé ne sont pas même desservis par le courant. Et certains utilisaient même les toits d'araignée. Et aujourd'hui, certains même pour avoir de l'électricité, ils sont obligés de se brancher sur le compteur de quelqu'un avant qu'on leur fournisse l'électricité. Mais là, le problème qui va se poser maintenant, là où il y a ces branchements, c'est-à-dire le compteur principal, le propriétaire, est obligé encore d'augmenter et ça va créer également des problèmes au sein de ceux à qui il partage effectivement ce courant et également les consommateurs moyens. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'arrivaient même pas à payer l'électricité. Il y a certains même, Eric, je vous dis, qu'à 1000 francs, on les coupe parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, augmenter une consommation de 1000 francs, augmentation là, comment il va faire? Et vous voyez que le coût de la vie encore qui sera cher. Vous prenez par exemple le cas des meuniers. Aujourd'hui, pour aller écraser ton maïs ou bien ton mil, vous voyez, ça serait également des problèmes entre Avant, c'est à 200 puis mercredi, je ne sais pas combien maintenant, ça, on le fait. Hein. Les meuniers vont également augmenter le prix. Vous voyez, les meuniers vont augmenter le prix. Et vous prenez également ces bonnes femmes qui ont acheté par exemple Foufou Mix pour aider les populations dans les quartiers. Foufou Mix, elles vont également augmenter le prix parce que ça veut que de l'électricité. Donc, je crois que c'est vraiment un peu compliqué pour nos compatriotes. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il faudrait que le gouvernement puisse revenir sur la décision, voir comment aider effectivement les couches les plus vulnérables par rapport à cette augmentation. Ambroise Ponjo, cette situation, est-ce qu'on peut le comprendre, cette décision du gouvernement? Le fait que l'on soit malheureusement dans un contexte de crise économique et que les gens peinent déjà à manger 2 fois dans la journée et que l'on puisse concéder qu'on augmente encore le prix du kilowattheure. Déjà, la consommation domicile est déjà chère parce que on vous dit qu'il doit y avoir un contrôle compteur, entretien compteur, 500 francs, 500 francs, alors que durant toute l'année, vous ne verrez personne venir entretenir un compteur chez vous. Et donc, c'est des moyens d'extorsion de fonds, de taxes auprès des ménages. Pour le compte de qui? Pour les comptes des détourneurs de fonds à la CET. Parce qu'il s'agit de ça. Il y a la question de la mauvaise gestion qui est soulevée ces derniers jours. Et nous estimons que le Togolais en prenne déjà trop de poids en matière de sortie d'argent pour pouvoir financer l'énergie électrique. Ce n'est pas normal. Il y aura des ramasseurs d'ordures. Vous payez le loyer, vous payez plusieurs factures à la fois pour pouvoir s'en sortir dans un état de misère. Et ce n'est pas normal.
nous, on se dit, Jacques Jacouti a soulevé plusieurs aspects dont je crains, parce que nos émissions sont des fois considérées comme une parole d'évangile. Hein. Je crains que certains propriétaires saisissent cette occasion pour commencer par augmenter le prix du kilowattheure et en même temps... Attendez. Non. Des gens ont déjà commencé par augmenter. Ce n'est pas nous qui allons inciter les gens à augmenter les prix. Malheureusement, déjà, ceux qui n'ont pas le constat est déjà là. Ceux qui n'ont pas encore suivi emboîteront le pas. De toutes les façons, moi, par exemple, j'ai loué ma chambre. Je ne vais ni augmenter, ni l'électricité, le kilowattheure, ni le loyer, à cause de l'augmentation des frais d'électricité sur le prix du kilowattheure. Parce qu'il faut à un moment donné penser, avoir pitié aux Togolais. Il faut avoir pitié aux Togolais qui souffrent. Le Togolais souffre. Regardez le ratissage que l'OTR a fait ces dernières années. Surtout l'année dernière et cette année, avec 1200 milliards par an. Ce qui est incommensurable. En même temps, c'est le même Togolais qui paie les taxes à la mairie. Il suffit de déposer ta plaque parce que tu es coiffeuse, tu es coiffeur ou tu es couturière, tu payes une taxe. Il suffit d'avoir quelques petits ordures, on vient te prendre 1500, 2000. Et ailleurs, c'est plus que ça. Mais j'ai compris une chose. On ne veut pas que le Togolais respire pour s'occuper de l'affaire politique. Occupez-vous de vos affaires, des impôts, des taxes, de ramassage des ordures, de l'électricité. Nous, on s'occupe du pouvoir. En réalité, c'est ça. Parce que quand vous serez trop libre, vous serez dans un état où vous n'êtes inquiété de rien. Vous allez chercher à marcher pour réclamer l'alternance ou le changement. Les gens vont trouver ça bizarre, mais c'est des réalités. Occupez-vous de ça. Quand vous lisez Le Prince de Machiavel, il y a tout ça dedans. Hein. On va vous occuper, vous fatiguer. Le temps que vous vous occupiez de vos affaires personnelles, chez vous, de vos oignons, nous, on est en train d'avancer. Et on n'aura personne. Vous pouvez même quitter le Togo. Vous pouvez quitter en vague le Togo. On s'en fout de vous. Nous, on est là pour gouverner, piller les richesses, laisser le blanc aussi venir piller ce qu'il peut, et c'est bon. Le reste, on s'en fout. On se plaint aujourd'hui quand même hein, de ce nouveau prix du kilowattheure au niveau de la sécurité. Mais la question fondamentale, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Certains Togolais ont envie de savoir, il s'est passé quoi? Qui sont les responsables du fait que le gouvernement ou l'État n'est plus capable de subventionner véritablement et qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de contribuer? Oui, ça c'est une question de gestion des DG qui sont passés par là. Plusieurs DG qui sont il y a une vingtaine d'années, il faut les interroger. Il faut un audit sérieux sur la gestion de la sécurité des PCA qui sont passés par là. Parce que là, nous sommes dans un bateau, on ne sait pas qui fait quoi là-bas. Les DG, certains DG aussi, quand vous les interrogez, ils disent « Ah, nous sommes là, on dirige, mais il y a d'autres personnes qui dirigent à travers nous. On te dit de faire ceci, on te dit de faire cela. » Et ce pays a toujours été comme ça. D'abord, Faure Gnassingbé lui-même, vous ne ferez rien sans que lui-même ne soit au courant. Et qu'il y a certainement certaines choses qui l'échappent. Parce que le président de la République, quand même, hein, il doit être au courant. C'est le président de la République. Oui, bien sûr. Tout ce qui est régie financière, il est au courant de tout et tout. Maintenant, il y a certaines poches qui l'échappent. Par exemple, la société, on nomme un DG. Mais si le DG amène sa copine comme sans diplôme, ou qui a des diplômes quand même, mais qui l'amène à faire obstruction à la réglementation, et après la procédure normale d'engagement ou de recrutement, le Faure Gnassingbé ne sait pas ça. Peut-être qu'il peut savoir à travers les agents de renseignement. Si le DG coupe quelque part le budget pour pouvoir opérer un projet de 5 millions et il prend 10 millions, Faure Gnassingbé ne peut pas savoir. Parce qu'il sait comment faire pour que le président ou ceux qui l'entourent ne le sachent pas. Alors, les DG là, depuis les Gamipi, les Kakati qui est revenu en tant que ministre, il y en a qui sont les détenus qui sont déjà décédés. Et il y a d'autres ministres, les Gamipi, les Bidamons qui ont été ministres des Mines, parce que tous ceux-là ont des intérêts dans la sécurité. Hein. Ils sont partis, mais ils ne paient jamais les frais d'électricité. Allez demander. Ah bon? Ils ne paient jamais les frais d'électricité. Ils sont exonérés. Non, attendez, parce que j'ai écouté pas mal de choses ces derniers jours. Hein. Est-ce que c'est vrai que certains, et là je pose la question à Joseph, est-ce que c'est vrai que certains de nos concitoyens ne payent pas l'électricité?
des hauts perchés ne payent pas véritablement. Vous avez raison de poser cette question. Je pense que le mot est sorti je ne sais pas si c'était d'Ambroise qui parlait de la mauvaise gestion, mais je vais parler plutôt des difficultés. La CET a des difficultés. Vous savez, quand j'ai lu le communiqué du gouvernement, bon, moi c'est du ministère des Mines et des Ressources énergétiques, et avec la sortie des anciens dirigeants de la CET, je veux parler de monsieur... Oui, à Moussoupeto, par exemple. Voilà, Moussoupeto. Donc, je pense que ça m'a tellement fait réfléchir. Et j'ai dit, mais la CET traverse des difficultés pas possibles. Alors, quelles sont ces difficultés que la CET traverse? Je pense que c'est la question aussi que nous devons poser. Et c'est là où peut-être que la communication a fait défaut. Que normalement, depuis là, il faudrait que soit l'actuel ministre en charge des mines ou bien le directeur de la CET viennent quand même sur les médias pour nous expliquer ce qui se passe réellement. Je pense que, ayons le courage de le dire, que depuis un certain moment, que les gens payent, ou ils ne payent pas. Je pense que cette information, tout le monde sait, qu'au Togo, il y a des gens qui ne payent pas les factures d'électricité. Donc, ça, ce n'est pas une question c'est pas une nouvelle que les Togolais ne savent pas. Mais parce que là où se trouve le problème. Est-ce que c'est pas un scandale, ça? C'est-à-dire que. Oui, c'est un scandale, oui. Qu'il y a des gens au sommet de l'État qui sont grassement payés et qu'ils ne paient pas leurs factures. C'est scandaleux. Je pense que c'est pour ça que moi, je suis allé à quelques informations. Et je pense qu'il paraît que la Banque mondiale veut aussi être un peu regardant, ou du moins veut financer la restructuration de la CET. Vous savez que le Togo, bon, quand j'ai devant moi Ce serait encore des prêts, hein? On est sûr, hein? D'accord. J'ai devant moi le communiqué du ministère des Mines et des Ressources énergétiques qui dit que depuis de 2020 à 2025, le gouvernement a subventionné à hauteur de 56 milliards francs CFA l'approvisionnement à combustible de la CET et que le gouvernement même a permis à ce que un prêt de plus de 40 milliards soit défacté au moins par la BOAD aussi pour restituer aussi et la CET. Donc, vous voyez déjà qu'il y a plus de, je ne sais même pas, quand on fait les ajustements, plus d'environ 100 milliards qui ont été déjà bloqués dans les 10 ans. Et malgré ça, là, on n'a pas les résultats escomptés. Et quand la Banque mondiale a commencé par aller à faire des audits au niveau de la CET, et c'est là où on s'est rendu compte, comme je viens de te le dire, qu'il y a des gens qui ne payent pas. Il y a beaucoup de compteurs qui sont fraudés. Il y a beaucoup au niveau de la zone industrielle qui ne payent pas. Je dis qu'ils ne payent même pas les factures d'électricité en complicité aussi avec des techniciens. Alors, vous vous rappelez très bien de la sortie, je viens de le rappeler, la sortie de l'ancien DGA qui disait que les fraudes aux compteurs et sur les transformateurs coûtent 20 milliards de francs CFA chaque année au Togo. Vous pouvez imaginer ça? C'est énorme. Oui, c'est énorme. 20 milliards de francs CFA quand on parle des fraudes, tout ça là. Vous savez que des fois, nous les citoyens, on y participe. Hein? Les gens viennent à la maison pour couper les courants, on dit non, de ne pas couper, on donne quelque chose et puis bon, les techniciens repartent. Alors, imaginez ce qui se fait au niveau maintenant des zones, des industriels. C'est inconcevable tout ça là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette restitution a commencé, c'est une réforme. Oui, mais et c'est pour ça qu'on veut faire payer ça aux populations? C'est-à-dire que, attendez, là. Selon mes informations, c'est que la Banque mondiale maintenant demande au gouvernement de suspendre les subventions. Vous savez que ça a été toujours comme ça. Quand on prend même au niveau du carburant, ça a été toujours comme ça. La Banque mondiale n'aime pas que les États subventionnent des sociétés d'État. C'est-à-dire, on pense que ces sociétés d'État peuvent quand même aussi aller sur le plan international, avoir des crédits pour pouvoir s'autogérer. Donc, aujourd'hui, il revient au gouvernement de suspendre maintenant, ou bien, c'est pas, dans les jours à venir, c'est que le gouvernement va suspendre ces subventions à la CET. Donc, il n'y a pas autre moyen aujourd'hui, peut-être que d'augmenter aujourd'hui les frais d'électricité. Et je pense que c'est là où on en est aujourd'hui. Alors, la question de savoir, ceux qui ont fraudé, tout ça, là, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Est-ce qu'il faut récupérer de l'argent?
Je pense que c'est la question que nous devons quand même poser quand même aux autorités. On m'a dit, bon, selon mes informations, que bon, beaucoup ont été déjà arrêtés, qui croupissent à la prison civile. Il y a d'autres qui sont en fuite. Et que bon. Est-ce qu'on va arrêter aussi les hauts perchés qui ne payent pas, qui fraudent les compteurs, qui branchent directement leur domicile sur donc les réseaux de la CET? On sait et on ne dit rien. Est-ce qu'eux aussi seront arrêtés? J'ai appris ces derniers jours qu'il y a des députés qui ne payent pas, il y a des ministres qui ne payent pas, il y a des DG qui ne payent pas. Au nom de quelle loi ces gens-là ne payent pas et le pauvre Togolais, lui, il doit payer? Quand il ne paie pas, on coupe. Voilà. Donc, je ne saurais quand même répondre à cette question. Mais ce que je constate, ce que j'ai appris, c'est que à la caisse, aujourd'hui, il n'y a même pas de courant. On vient couper le courant dans les maisons des autorités, au niveau, dans la caisse. Du moins, à la caisse, quand on parle de la caisse, vous savez, tout le monde sait. Aujourd'hui, oui, ça se passe aujourd'hui. Oui, que à la caisse, on coupe aujourd'hui le courant. Alors, ce qui ne pouvait pas se passer il y a de cela 2 années, on ne peut pas imaginer. D'abord, qui es-tu pour pouvoir rentrer à la caisse pour pouvoir couper? Donc, aujourd'hui, on coupe. Et selon mes informations, dans les jours à venir, parce qu'il y aura un arrêté du ministère de l'économie pour que désormais tous les ministres et les DG payent comme tous les citoyens. En tout cas, oui, d'accord. Mais oui, c'est pas à vous, hein, parce que nous, on est en train de faire les pieds et mains pour avoir les responsables de la CET ou du ministère pour pouvoir leur poser des questions directement. Mais oui, aujourd'hui, on leur demande de payer, mais ce qu'ils avaient consommé et qu'on nous fait payer ça à 12,5%, mais comment on fait? Donc, comme je crois que moi-même, j'ai posé la question. Moi-même, j'ai posé la question quand j'étais allé faire mes investigations. Je pense que l'audit a déjà commencé. C'est l'audit qui a déjà commencé. Et qui a fait qu'au niveau des réformes, il y a de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Même vous savez que même au niveau de la CET, le personnel de la CET, qui ne payait que 25 francs pour pouvoir consommer 120 kWh, aujourd'hui doivent aussi payer comme tout le monde. Même les DG de la CET, tout ce monde-là doit payer comme tout le monde aujourd'hui. La question est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas payé? Je pense que là, il revient peut-être à la justice, il revient peut-être aux éditeurs de voir ce qu'ils vont faire avec ces gens. Jacques Diakouti, il faut régler ce problème-là, non? Parce que là, aujourd'hui, on veut nous faire payer, là, nous autres. Nous, on paie nos factures. Mais Eric, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, pour 1000 francs, on a coupé une dame. Pour 1000 francs, elle n'a pas payé les frais d'électricité. 1000 francs, on a coupé. Mais regardez la panoplie de tout ce que Joseph vient de citer. Les gens qui ne payaient pas, maintenant on va leur faire payer. Mais c'est quand même dommage, Eric. Je serais par exemple à la place de l'État. Avant de pouvoir augmenter ces frais-là, il faut d'abord auditer la CET, ressortir les dettes, les responsabilités, avant de pouvoir demander à la population de contribuer à aider. Et comment cette population peut encore aider du moment où cette population est là déjà assommée, elle paye et c'est les autres qui ne payent pas. Et que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Vous voyez, vous ne pouvez pas enceinter une fille et demander à votre beau-parent de s'occuper de la grossesse. Mais c'est parce que vous étiez sûr de vous avant de l'enceinter. Donc vous êtes obligé de vous occuper de la grossesse. Vous n'allez pas jurer et dire à l'autre maintenant de s'occuper du mal. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc je crois que à un moment donné, il faudrait que les gens soient sérieux et conséquents envers eux-mêmes, Eric. Ça n'a pas de sens. Regardez, dans ce pays, on nous a dit, Eric, qu'au revoir les soucis à l'électricité avec la constitution de contrôle global de Kekeli. Mais qu'est-ce qui fait revenir encore qu'on nous dise encore aujourd'hui qu'il faut encore augmenter le prix de l'électricité? Quel audit a été fait au niveau de Kekeli et de contrôle global? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre ces deux structures-là? Et aujourd'hui, on veut encore augmenter le prix de l'électricité. Vous voyez, non, c'est des choses, il faut quand même interroger même d'abord les députés à l'Assemblée nationale, parce que je ne sais pas, est-ce que les députés ont eu le temps d'écouter le ministre de l'Énergie par rapport à pas encore selon nos informations. Non, mais il faut que il faut quand même
en même temps demander une session extraordinaire pour se pencher sur cette question-là. Parce que ça, là, c'est une question sociale. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux députés sur ces questions-là aujourd'hui? Mais ils sont comme nous aussi. Mais écoutez, eux aussi doivent payer, à moins qu'ils ne payent pas. Je ne pense pas que les députés ne payent pas de l'électricité. Les députés également payent. Donc, je crois que c'était vraiment une question cruciale d'inviter en même temps le ministre de l'Énergie pour qu'il puisse s'expliquer à l'Assemblée nationale. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est eux qui sont députés là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la CET? Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à augmenter le prix de l'électricité? C'est des questions légitimes que les députés sont en mesure de poser au gouvernement et que nous, en tant que citoyens lambda, nous puissions avoir des réponses à ces questions. Qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a certains qui sont là, qui ne payent pas. Et Eric, c'est toi et moi qui payons, par exemple, à la place de ces gens. Vous prenez, par exemple, les lampadaires souvent qu'on allume souvent sous nos voies. D'autres ne sont même pas fonctionnels. Hein, vous voyez, tout ça là, c'est nous qui payons. Donc, je crois que quelque part, il faudrait quand même qu'à un moment donné, on puisse secouer le cocotier, hein, parce qu'on ne peut pas... Ah oui, bien sûr, secouer le cocotier, c'est important. Il faut peut-être avoir la main ferme sur ces questions-là, quand on est la 5e République et qu'on s'appelle Fornia Singbe aujourd'hui. Il faut y aller. Lui, il ne pourra pas. Oui, Joseph. Non, je pense que c'est important. Vous savez... Je suis là. Ah, ok. Vous êtes là, Ambroise. Bon, allez-y, Ambroise. Je préfère Ambroise. Oui, on est la 5e République. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, vous parlez de la CET. Vous savez, quand on prend le cas d'un député, d'abord, nos députés ne sont pas ces genres de députés qui défendent le peuple. C'est des députés qui sont là pour défendre un parti politique et son président. La preuve, il n'y a aucun débat à l'Assemblée. C'est des gens qui sont là à mort. Ils sont là juste pour avaliser tous les projets que le gouvernement amène. Il y a Brigitte Adjamabo Johnson qui est à l'Assemblée. Excusez-moi, il y a Gogué qui est aussi à l'Assemblée. Un seul Irlandais ne peut jamais faire le printemps. Et quand vous appelez Adjamabo Johnson et eux, ils font leur part. Ils font leur part parce que il y en a qui n'ont pas voulu revenir. Même si ceux-là qui ont refusé de venir, ils étaient là, ils ne feront rien. Mais leur présence là-bas aurait peut dissuader certaines propositions de loi qui pourraient faire mal au peuple. Certaines propositions de loi, certains projets de loi. Maintenant, un député qui va dire diminuer le prix du 10 kWh, vous savez, eux-mêmes ils parlent de discipline. Mais moi, je ne pense pas que c'est une discipline dans ce parti. C'est un parti à esclavage. Parce que vous êtes soumis, vous ne parlez pas, vous ne faites qu'obéir. Et c'est un parti, le jour-là, quand ça va exploser, vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, un député qui a plus d'1,5 million, tout pour nous compris, qui paie combien d'électricité? Il paie peut-être 50 000 francs ou 25 000 francs la fin du mois, n'est pas comparable à quelqu'un, un Togolais lambda qui gagne 50 000 francs le mois, qui doit payer le loyer, payer la sécurité des enfants, payer l'électricité. C'est deux choses différentes. Non, ne mêlez même pas les députés à cela. Et sur le volet politique, ils n'ont rien à foutre dans la défense du peuple togolais, dans l'intérêt du peuple togolais. Et je le dis parce qu'on sait de quoi il s'agit. Ils s'en foutent de vous, hein. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire en disant que c'est dans l'intérêt du peuple. Mais ils ne feront rien qui ne soit pas dans la ligne politique du Parti uni et qui est au pouvoir. Et le Parti uni, jusqu'au jour d'aujourd'hui, demandez-moi ce qu'il a réalisé, je vous le dirai. Le parti qui est au pouvoir depuis 20 ans, passant la mer à travers le RPT, quels sont les éléments de développement qu'on peut cibler au Togo que ce parti a fait? Rien. Donc ne me demandez pas si c'est la question de la diminution du prix du kilowattheure qu'ils feront. Ils trouveront ça très infime, alors que c'est des décisions qui impactent lourdement le commun des Togolais qui attendent seulement à ce que ces conditions de vie soient améliorées. Et ce qu'ils attendent depuis plus de 20 ans, ils ne trouvent pas. D'accord. Oui, Joseph, pour finir. Oui, donc moi j'aurais appris que, je ne sais pas ici, c'est le ministre des Mines ou bien le directeur de la CET qui aurait déjà rencontré les députés du parti au pouvoir pour qu'ils soutiennent quand même cette réforme, mais aussi qu'ils puissent quand même aider la CET à récupérer quand même un peu de sous auprès des autorités dont les factures sont impayées pendant des années.
Donc, parce que c'est un lobbying. Tu vois, c'est mêlé, hein, tu vois, c'est la gestion politique, la gestion d'une société d'État avec la politique. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi quand vous posez la question de savoir que faisons, bon, ou bien que font-ils faire de ceux qui ne payent pas, je pense qu'il faut aller à pas de caméléon pour pouvoir récupérer. Vous savez qu'il y a des gens, l'agent recenseur ne l'a jamais vu pendant 3 ans. Et il y a des factures de 3 ans, 2 ans qui n'ont pas été payées jusqu'à présent. Donc, je pense que, franchement, si effectivement nous voulons faire les choses autrement dans une nouvelle république, je pense que la réforme, cette réforme devient importante. Mais comme je l'avais déjà dit, cette réforme ne doit pas être quand même payée par seulement les citoyens, mais par tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, si on voudrait mettre tout le monde au même pied d'égalité, il faudrait qu'un suivi soit fait. Il ne faut pas qu'on recommence encore les mêmes choses, que les citoyens lambda payent, et au même moment, on fait semblant comme si ou bien nos autorités, les ministres, les DG, qui ne payent pas comme auparavant. Donc, je pense que c'est important. Ce n'est qu'un début. Je pense qu'il vaut mieux aller. En tout cas, je l'avais dit la fois passée, que c'est important aujourd'hui que le gouvernement puisse quand même faire la promotion de l'énergie solaire, que c'est important. Si toute la population doit se connecter à l'énergie électrique, je pense qu'on aura toujours ce problème. Donc, plutôt encourager les gens, par exemple, pourquoi ne pas encourager aussi les industriels à aller aux centrales solaires, par exemple, pour les usines. Ça aussi, c'est une solution parmi tant d'autres. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir aussi le champ à d'autres opérateurs d'énergie, par exemple? Eric, le vrai problème... Pourquoi pas? La privatisation, est-ce que vous voulez parler? Vous voulez pas de la privatisation? Pas forcément la privatisation. Nous avons la CET, d'accord, mais on peut aussi avoir à côté d'autres entreprises qui font dans l'énergie, qui peuvent être là. Et donc, les citoyens peuvent juger. Je pense que par le passé, il y a un appel à candidature qui se fait quand même pour pouvoir recruter le directeur. Vous vous rappelez du docteur Djeteli, non? Personne n'a. Vous vous rappelez très bien oui, bien sûr. Quand il était là, c'était vraiment une structuration et une réforme bien faite. Et n'oubliez pas que c'est les réformes faites par Dr Djeteli et M. Beto aussi, parce qu'il y a Gaou, comment appelle-t-on, l'actuel ministre, j'ai oublié un peu son nom. Oui, allez-y. Daou, non? Parce que Daou aussi. Oui, Daoun, lorsqu'il est dans le conseil d'administration, Daoun. Voilà, parce qu'il est passé aussi là-bas. Et il a aussi, il a fait des réformes. Donc, je pense que toutes ces réformes, normalement, celui qui est là aujourd'hui est censé de les mettre en pratique. Donc, si on les met en pratique, je pense qu'on peut avoir... on devrait s'en sortir. Alors, Jacques, vous voulez placer un mot rapidement? Oui. Oui. Non, moi, je crois que tout ce que notre confrère Joseph vient de citer, il faudrait que les gens soient sérieux, conséquents envers eux-mêmes. Nous sommes combien de Togolais, Eric? On n'atteint même pas encore 10 millions de Togolais. Et non, on a 8 millions environ. 8 millions de Togolais. Si on gérait bien effectivement les ressources que nous avons, on n'aura pas ce genre de problème. Aucun problème. Il faut qu'il y ait une gestion saine. On n'aura pas de difficultés. Quand on vous parle aujourd'hui de la situation de la CET, Eric, vous aurez du tournis. Des gens qui sont là-bas, mais je crois qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, il faudrait que les responsables aient le courage de prendre certaines décisions, même si ça va faire mal, que ça fasse mal et qu'on avance. Mais si on est là, on veut cajoler les gens, et que ça n'avancerait pas. Parlant des députés dont je venais d'évoquer tout à l'heure, dont Joseph a fait quelques esquisses, c'est vrai. On aurait appris que les députés ont rencontré le ministre de l'Énergie par rapport à cette situation, mais ça a mal tourné. Non, attendez, c'est les députés du parti UNIR. Cette rencontre a eu lieu quelques jours avant. Enfin, oui, il semble que c'est pour leur donner des éléments de langage. Non, avant ça. Il y a une rencontre. C'est-à-dire que, oui, avant ça, il y a une rencontre. C'est après qu'il y a eu effectivement cette rencontre-là pour leur donner les éléments de langage, pour aller expliquer. Mais ça aussi, ça tourne au vinaigre. Les gens n'ont pas accepté. Parce que ça, c'était une situation vraiment difficile. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que quelque part, vous voyez, c'est une décision. C'est une décision sociale.
Et personne ne sera épargné par rapport à ça. Quel député peut aller, Eric, dans sa saison électorale pour dire, moi, écoutez, l'augmentation là, c'est bien à cause de ci et ça. Mais il ne peut pas s'en sortir. Vous voyez, donc c'est quand des situations où on parle des mesures sociales, il faut toujours aider les populations, Eric. Bien sûr. Messieurs, merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. J'aurais bien envie qu'on aborde les autres thèmes qu'on a prévus. On n'a pas eu le temps matériel. C'est pas grave. Il y en a qu'on peut reporter à la prochaine fois. Merci beaucoup, Jacques Diakouti, notre éditorialiste. Merci, Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement. Ambroise Pondio du journal The Guardian. Merci à vous. Merci pour votre fidélité à la radio. Merci à Francis Daé qui a assuré la réalisation et la mise en onde de la gare routière de l'information. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.